Donc, à Merci vous la beaucoup. parole, Monsieur Hassan. Merci beaucoup. C'est une fierté, c'est très honorable. Merci pour la présence. Tout d'abord, je tiens à dire un petit mot sur votre présentation. On a fait le même exercice à l'INH et les résultats étaient les mêmes. On s'est posé les mêmes questions. Est-ce que ces barrières préventives, est-ce qu'elles sont actives pour certains virus, non pour d'autres? Donc, la surveillance, elle est là. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la place du séquençage et de la surveillance génomique dans la gestion de la pandémie Covid-19. Donc, pour ne pas tarder, comme a dit M. Chakiri, 75% des maladies infectieuses émergentes sont dues à des agents, sont causées par des agents venant de l'animal. C'est des agents pathogènes qui se trouvent dans plusieurs espèces et ça arrive qu'ils franchissent cette barrière d'espèces et ils touchent l'homme. Donc, comme les grippes aviaires, les néphavirus, l'HIV, le SARS-CoV. Et en la fin 2019, début 2020, à Wuhan, la propagation du SARS-CoV-2, que l'OMS a déclaré la pandémie en mars 2021. Et le premier génome a été séquencé en janvier 2020. La pandémie, comme vous savez tous, elle est causée par le SARS-CoV-2, qui est un bêta-coronavirus, ARN monocaténaire de sens positif, donc c'est très infectieux. Le génome contient 30 000 KB et la spike protéine, c'est en quelque sorte la protéine qui lui permet de coller sur les cellules humaines via les récepteurs de la protéine ACE2. Et comme vous savez tous, un virus ARN, il est toujours, sa polymérase en cours de la multiplication commet des erreurs, d'où l'apparition des variants. Bien sûr, le séquençage a permis en premier temps de déterminer l'origine du virus, de développer les kits de diagnostic pour traquer le virus et le protocole pour le whole genome sequencing et bien sûr certains vaccins qui étaient comme cible la protéine S. Donc, savez-tous, une mutation désigne un changement survenu dans la séquence génétique du virus. Et un virus, quand il mute, soit par certaines mutations ou plusieurs mutations, on l'appelle variant. Et les mutations peuvent rendre le virus soit augmenter sa transmissibilité ou sa virulence, donc la gravité de la maladie, ou influencer sur l'efficacité soit des kits de diagnostic, du vaccin ou du traitement. Et ces variants augmentent le risque, bien sûr, pour la santé humaine et sont considérés comme des variants préoccupants. C'est les variants of concern. Donc l'OMS les classe en 3 catégories. Les variants préoccupants, c'est des changements qui ont une certaine importance et que soit ils augmentent la transmissibilité ou ils augmentent la virulence ou diminution de l'efficacité des mesures de santé publique et des mesures sociales. Et parfois, certains kits de diagnostic les échappent ou une diminution des vaccins ou les traitements disponibles. La deuxième catégorie, c'est le variant of interesting, donc c'est un variant à suivre qui présente des modifications génétiques dont on sait qu'il affecte ou on prévoit qu'elles affecteront les caractères des virus, tels que bien sûr la transmissibilité, la gravité ou l'échappement immunitaire, qui causent une transmission communautaire importante ou plusieurs foyers. Donc ce sont des variants à suivre. La troisième catégorie, c'est les variants sous surveillance, under mitigation. C'est des variants du SARS-CoV qui présentent des modifications génétiques, mais c'est soupçonné d'affecter les caractéristiques, comme on a dit, transmissibilité, virulence, et qui peut poser un risque futur sans que les preuves de répercussions phénotypico-épidémiologiques soient claires à l'heure actuelle, et qui doit donc faire l'objet d'une surveillance renforcée et d'une évaluation répétée en attendant de nouvelles preuves. Donc, le séquençage du génome est le seul moyen de caractériser les nouvelles variants du SARS-CoV-2 et de suivre et d'identifier sans ambiguïté leur arrivée et leur propagation. Et les données
génomiques ont permis au pays de prendre des décisions de santé rapides et éclairées depuis le début de l'épidémie. Et les groupes de séquences sont classés selon certaines bases de données, en lignée ou en clade. Donc, l'OMS les classe en nom comme alpha, bêta, gamma. Le Pangolinier les classe comme PA.2, .1, Le GISAID les classe en clade GH, GR. Et NextClade les classes en 20i, 20a, des choses comme ça. Mais ils ont des changements d'aminoacides fixes. Et il indique aussi le pays où ça a servi en premier temps et les dates de désignation, soit en variant of interest ou variant of concern. Donc, des bases de données mondiales permettent le développement d'applications pour surveiller toute la progression de ces variants. Et les grandes bases de données, c'est le GISAID, c'est Global Initiative Sharing Avian Influenza Data, le NextStrain, le Pangolin pour les lignées et l'University of Glasgow pour les clades. Donc, la surveillance génomique au Maroc a commencé au mois de juin. Et dans le cadre de la stratégie d'une décentralisation ou d'une augmentation de données génomiques, un consortium a été conçu englobant l'Institut national d'hygiène et la faculté de médecine à Rabat, ainsi que la CNRST et l'Institut Pasteur. Mais bien sûr, récemment, ce réseau a été vraiment décentralisé. Il y a un laboratoire à Agadir et bientôt il y aura Oujda et d'autres. Il y a FES aussi, le CHU de FES. Donc, les mutations et les variants de virus sont surveillés depuis le début de la pandémie. C'est grâce à des bases données, les bases données GISAID, comme je l'ai dit. Et l'OMS étudie systématiquement si ces variants du SARS-CoV ont un impact sur la transmissibilité, comme j'ai dit, du virus, la gravité et l'efficacité des tests de diagnostic ainsi que les traitements et les vaccins. Et elle procède aussi à une évaluation de neutralisation des pseudo-variants pour des sérums provenant d'individus vaccinés. C'est pour vraiment classer en quelque sorte la gravité de ces variants, parce qu'il y en a certains qui ont un échappement immunitaire total aux anticorps testés, il y en a qui sont résistants à quelques antiviraux, les autres non, comme indiqué sur ce tableau. Donc, la surveillance génomique au cours de la pandémie a été essentielle pour repérer en temps utile et réel, en quelque sorte, les variants du virus ayant des conséquences très importantes pour la santé, telles que toujours la transmissibilité plus élevée qui était connue chez le variant alpha, delta et omicron, l'échappement immunitaire partiel concernant le variant bêta, omicron, et la gravité plus importante, surtout chez le delta. Parce que la propagation, par exemple, d'Omicron a entraîné une demande plus élevée, jamais enregistrée dans les hôpitaux, vu la panique que ça crée chez la population. Et bien sûr, on a toujours peur que ces malades et les gens soient une demande accrue sur les hôpitaux, ce qui souligne l'urgence de développer les méthodes et les processus dont les permettant de répondre à ces questions à temps pour prendre les mesures préventives appropriées. Donc, un peu résumé, la surveillance, on n'oublions pas la surveillance environnementale parce qu'il offre une approche complémentaire à la surveillance clinique, surtout pour certains pays, certaines villes où la surveillance génomique est absente. Et on peut prédire vraiment, on a fait un exercice vraiment à l'ANH où on peut prédire d'une semaine à l'avance l'arrivée d'une épidémie. Parce que le SARS-CoV se trouve dans le tube digestif, bien sûr, et les selles. Et au cours de la pandémie, il a été détecté à plusieurs reprises dans les eaux usées et les bouts d'épuration dans le monde. Donc, la surveillance des eaux usées fournit une image impartiale. C'est un échantillon de la population, bien sûr, infectée, des personnes asymptomatiques en temps quasi réel sur la concentration virale dans les eaux usées. Donc, l'intérêt pour la santé publique, une augmentation des cas de Covid peut mettre le système de santé sous pression et entraîner une hausse de nombre d'hospitalisations et de décès. Et le séquençage génomique peut permettre au pays de se préparer en évaluant la dynamique de la transmission,
l'approvisionnement parfois en oxygène, la mise à disposition d'un nombre accru de lits et des hôpitaux, et l'intensification des tests de dépistage, car parfois il s'agit de variantes qui sont très transmissibles, donc on a beaucoup de cas à investiguer, à tracer, et le choix de vaccins. L'intérêt pour la recherche. Les données de séquence du SARS-CoV permettent aux scientifiques de développer de nouvelles cibles pour les tests moléculaires, suivre les tendances de mutation susceptibles de réduire la sensibilité des usages existants, identifier bien sûr des cibles thérapeutiques potentielles et fournir une base pour la cartographie et la modélisation des épitopes et la prédiction de la réponse immunitaire au virus, ce qui pourrait aider à orienter la thérapeutique et le développement des vaccins. Concernant l'intérêt global, c'est l'étude de la propagation géographique, bien sûr, les réintroductions entre les populations, l'investigation des flambées dans des milieux ou des groupes de populations particuliers tels que les hôpitaux, le suivi des réintroductions zoonotiques des deux côtés de la barrière d'espèces, la surveillance des eaux et bien sûr l'environnement, et le soutien à la surveillance traditionnelle grâce à la quantification de la période de transmission et bien sûr évaluer aussi les facteurs de transmission et l'estimation du niveau de transmission de la population. Et en deuxième volet, bien sûr, en tant que technicien, on ne pouvait pas passer sans parler des techniques de séquençage du NGS. Et je voulais commencer tout d'abord par la qPCR que la plupart de nous l'ont exercé au cours de la pandémie, bien sûr, qui nécessite à détecter une petite séquence qui ne dépasse pas les 24 ou 26 nucléotides dans le génome. C'est des séquences qui sont en quelque sorte conservées. C'est pour ça qu'il faut toujours faire le séquençage, parce qu'il y a même des bases de données quand tu leur submets tes séquences, ils te disent les réactifs qui vont détecter, les réactifs qui ne vont pas détecter. Et on a eu une grande expérience avec le TACPAD qui avait le gène S qui ne sortait pas à une certaine période parce qu'il y avait la mutation vraiment dans cette zone où ils ont designé la séquence pour le S. Donc les deux méthodes de séquençage, la méthode Gold, c'est le Sanger, mais qui permet de séquencer une petite séquence allant de 200 jusqu'à 500 paires de bases, alors qu'on est devant un SARS-CoV qui est 30 000 paires de bases. On a fait l'exercice avant d'instaurer le NGS au labo, on séquençait juste le gène S. Le gène S, il peut aller de 2200 paires de bases. Donc, pour le séquencer, on devait en quelque sorte le fragmenter en 6 ou en 8, et après un assemblage et ça prenait beaucoup de temps par rapport au NGS. Mais le NGS, c'est une méthode qui permet le séquençage parallèle et l'identification des milliers de fragments d'ADN avec une haute précision. Je voulais vous montrer un peu l'évolution des techniques de séquençage. Le séquençage de Sanger a été commencé en 1977. Il y avait un séquençage sur un gel d'agarose, c'était vraiment très traditionnel et ça prenait beaucoup de temps pour en arriver à une petite séquence. Les données, si vous voyez la flèche ici, les données à la fin elles sont très minimes. En 1994, c'était l'arrivée du séquençage par électrophorèse capillaire. C'est le même principe bien sûr du Sanger, mais au lieu de visualiser sur un gel d'agarose, il y a les capillaires et le résultat, c'était un électrophorogramme avec des bases marquées par des fluorochromes. Donc, au moins, le résultat était un peu plus spécifique par rapport au séquençage sur gel d'agarose. Et en 2005, il y avait l'arrivée du séquençage de nouvelle génération avec un output du longueur de séquence et le nombre d'échantillons était plus large, parce que ici tu vas séquencer juste un petit fragment dans un puits. Là, tu fais un mélange de 20-40 prélèvements en one shot. Et ici, je vous montre la plateforme qu'on a à l'INH. Il y a le Minisec, c'est l'Illumina, c'est la technologie Illumina. Ça, c'est le premier séquenceur qu'on avait, c'est le 3130. Le séquençage Sanger, 16 capillaires.
Il y avait, à la pandémie, il y avait l'arrivée du Ion Chef avec le Hygiene Studio S5. Le Ion Chef, c'est pour la préparation des librairies. Et le Ion Studio S5, c'est le séquenceur. Et ici, c'est la nouvelle génération de Genix 6 Integrate, où ils ont intégré les deux. Donc ici, tu lui donnes juste l'ARN et il te fait tout le travail. L'étape de séquençage. Je voulais faire une comparaison entre le séquençage Singer et le NGS. Le séquençage Singer, tu as un petit fragment, comme je vous ai dit, de 200 jusqu'à 500 paires de bases, et on séquence juste en forward et en reverse. Donc le sens et l'antisens. Et le résultat, il est comme ceci, un électrophorogramme. Par contre, l'NGS, on constitue une librairie en premier temps. On prend le génome et l'on fragmente. On fait l'amplification, clonage de ces fragments. Et en troisième temps, on passe au séquençage parallèle. Et en dernier temps, c'est l'analyse bioinformatique. Pour parler de l'analyse à la fin, c'est illustré comme ça. Les reads, c'est les fragments séquencés. La couverture, c'est la taille de fragments. Il y en a des fragments petits, il y en a des fragments grands. Et la meilleure des choses, c'est la profondeur de la lecture. Ça veut dire que ce fragment-là, on peut le séquencer jusqu'à 1000 fois. Ça dépend du séquenceur. Donc, le résultat, on est plus confiant par rapport, en quelque sorte, au Singer. Parce que Singer, on va séquencer le fragment juste 2 fois. Là, parfois, ça peut aller jusqu'à 1000 fois. Donc, quand on a une mutation fixe, ça se répète par 1000 ou jusqu'à 1 million de fois. Donc, tu es sûr de ton résultat. Et concernant la bioinformatique de l'analyse, on prend toujours la séquence de référence. Ils vont aligner tous les fragments qu'on a séquencés. Après, ils vont enlever tous les adaptateurs parce que on séquence vers les 40, 30 prélèvements. Donc, chaque prélèvement a un adaptateur fixe. Et après, ils vont faire l'assemblage. Ils vont donner à la fin un consensus avec des mutations. Là, par exemple, c'est SNP-là, c'est une mutation qui a été répétée pendant plusieurs fois. Donc, par contre, ces deux mutations-là, parfois, c'est juste le séquençage. C'est pas une mutation fixe. C'est pour ça qu'on parlait de profondeur. Quand la profondeur de la lecture elle est plus grande, tu es confiant de la mutation. Et là, je voulais partager avec vous l'évolution du SARS-CoV au Maroc du mois de décembre 2021 jusqu'au 15, jusqu'au mois 9. C'est récent. Avec, si vous voyez les pics ici, c'est pas des pics de l'épidémie, c'est juste le nombre de séquences qu'on a fait. Et là, c'était la dernière comment on appelle ça? La dernière vague d'Omicron. Ça, c'est le BA1. Et je voulais pas le détailler parce que, par exemple, ici, en vert, c'était le Delta. Et à chaque fois, c'est un sous-variant sortait, donc le AY43, 40, 402. Et aussi, le Omicron, il y a le BA.1, .1.1, .2, .3. Mais là, il y avait une diminution après la vague d'Omicron ici. Et là, on est la plupart des prélèvements conséquences, comme vous voyez, c'est au mois de septembre, c'est du BA.5. En conclusion, le virus du SARS-CoV va continuer bien sûr à évoluer et ne peut pas prédire les nouveaux variants préoccupants apparaîtront ni compter sur leur détection précoce dans les endroits où la surveillance génomique malheureusement est faible. Donc, plus nous mettons en place des systèmes de surveillance solides avec des données et des liens de qualité élevés,
plus nous serons en mesure de détecter rapidement les nouveaux variants et d'agir en conséquence. La surveillance génomique basée aussi sur les ISO est très prometteuse et pourrait donner aux autorités sanitaires une longueur d'avance sur l'épidémie et constitue un moyen pour alerter et anticiper la circulation des virus. Donc, en conclusion, apprendre davantage, bien sûr, sur la biologie et la dynamique des agents pathogènes peut être très utile pour des stratégies durables et efficaces pour mieux gérer les maladies. Et merci de votre attention. Alors, merci Si Hassan Hazmad pour cette brillante présentation. Peut-être on se au micro à Delta Alpha, souche de Si Hassan. Je le connais depuis 1999, masha'Allah. Et quand je l'ai vu, la première fois, je lui dis Inta, Hamid et les autres. D'ailleurs, ils sont civils là-bas. Ils sont des meilleurs techniciens. Tout sir Halask. Ton monde est ailleurs. Et d'abord, alhamdoulilah, il est parmi les grands. Je n'ai pas pandémie de corona quand il était à l'aéroport. Hassan Fink, je suis à l'aéroport Kazakh, prélevé. La Suisse ou la CEPA, le Vietnam, tout le monde a fait ça. Mais c'est un bon virologiste, masha'Allah. Alors, s'il y a des questions, sinon on peut échanger un peu de discussion. Alors, Oustad. Salam alaikum. Dr Moulou Mohamed, pharmacien biologiste, responsable du laboratoire de Mohamed V, MCNES, chef du laboratoire du Covid-19. Alors, ma question, c'est concernant la Covid-19. J'ai vu pas mal de données qui sont contradictoires. Les gens ils ont l'habitude de m'appeler la personne Monsieur Covid ou au contraire Monsieur Anti-Covid. En fait, je ne suis ni Covid ni anti-Covid. Je suis une personne qui a un cerveau et qui réfléchit. La communication de ces Shakiri, elle a annoncé le résultat du taux de létalité de 30 à 42% de Covid-19. Je me pose la question, fin qui ont les chiffres? Les chiffres même du ministère de la Santé, ils sont contradictoires. L'autre question, la communication de l'OCDM, la baisse de certaines infections virales. À un certain moment, au Maghreb, quand on a dit la faculté de médecine et de pharmacie, ou la faculté de Covid. Le Covid, ou le Covid, le DAC ou le Covid, mais c'est la baisse des virus d'infection respiratoire. راه حنا هبط عندنا حتى لو ديابيت راه مابقاش كنهضروا على الدي اس سي راه ولينا كنهضروا على الكوفيد مابقاش كنهضروا على لانفاركسيون ميوكارد كنهضروا على الكوفيد يعني toute personne elle est covid positive jusqu'à preuve du contraire ولو ان le contraire elle va être prouvé راه elle est covid 19 on a gaspillé واحد le temps énorme la lutte contre une maladie, à mon point de vue, après le recul de 2 ans et demi ou plus, une maladie 100% imaginaire, qui était le fruit des médias ou le fruit des Nestlé Humaybarin. Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. D'une part, on dit que les mesures de prévention qui ont pu lutter contre la Covid-19. En même temps, non, les gens ne prennent pas les mesures de prévention. La Covid-19, des choses contradictoires. La vaccination, qui a permis de baisser la transmission, mais la vaccination, il a plein de complications. Et en même temps, la communication du docteur Shakiri, pour développer un vaccin, il au moins 10 ans. Et comme par miracle, le vaccin a été produit dans un laps de temps record. La même chose, mais
le vaccin, lorsqu'il y a plein de mutations, on n'arrive pas à avoir de communication de Shakiri. Ce sont des données qui sont contradictoires. Le virus de VIH, on n'arrive pas à trouver un vaccin. C'est parce qu'elle fait des mutations. Le virus de Corona, elle fait beaucoup de mutations, mais on n'a pu trouver un vaccin. Le virus de la grippe qui fait des mutations, on fait un vaccin كل عام. Le virus de Covid, خرج le vaccin. Des choses qui sont 100% contradictoires et qui, la science, ملي كتولي entre les mains des personnes اللي هما يسالين غير بيع حنكو شاري دماغو, la science هذا هو le sort ديالها. S'il vous plaît, veuillez conclure. Vous aurez des discussions bilatérales مع Shakiri ou l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Sinon, on peut conclure là sur un bon couscous Jumu'ah Mubaraka. Ça fait si Shakiri تشدوا راس في الراس عفوا. السلام عليكم. Donc à tout à l'heure.